de permettre à ce patient de jouir de ses droits. Et donc quelqu'un aura le devoir de poser le geste. Qu'il y ait des moyens alternatifs ou non, ça n'a pas d'importance. Qu'il y ait un espace d'évolution devant le patient, qu'il y ait encore 3 ou 4 ans à vivre, ça n'a pas d'importance. Ce que l'on demande, c'est que le patient puisse avoir son droit. Et pour la première fois, voilà qu'un patient va exiger un geste de la part de son médecin, et ce n'est pas en général ce qui se passe dans une relation thérapeutique où on partage et où on décide ensemble. Ici, le médecin peut penser que ce n'est pas approprié, mais il a le devoir d'aller de l'avant. C'est donc un droit exigible. Et si un médecin décidait qu'il ne souhaitait tuer personne, que c'était contre ses valeurs, qu'il était un objecteur de conscience, eh bien, il aura l'obligation de trouver un collègue qui va le faire à sa place. Pas un collègue qui va recommencer la procédure, un collègue qui va le faire directement à sa place. La Commission recommande que les demandes d'euthanasie puissent être inscrites dans des documents anticipés, dans lesquels le malade va dire ce qu'il souhaite s'il devenait malade, et que ce document anticipé ait maintenant une valeur juridique contraignante. Et cette valeur juridique contraignante, pour qu'elle ait force, les institutions devront répertorier les directives médicales anticipées et ils devront s'assurer qu'elles sont régulièrement visitées et que les demandes d'aide médicale à mourir sont bien effectuées dans les institutions où elles ont été demandées. En résumé, nous nous trouvons avec un projet de loi qui va demain matin dire « Vous aurez l'obligation de terminer la vie des gens qui le demandent dans la mesure où les balises qui entourent cette demande sont respectées. » Il s'agit d'un homicide, il s'agit par conséquent d'un acte qui relève normalement du Code criminel fédéral. Nous sommes un peu coincés entre le fédéral et le provincial, vous m'entendrez parler ce matin. Et maintenant, en quelques minutes, je voudrais vous présenter les nombreux problèmes que ce projet de loi présente. Et pourquoi nous pensons qu'il n'est pas sage. D'abord, il faut bien se le dire, tuer n'est pas un soin, vous entendrez parler abondamment tout à l'heure, tuer n'est pas un soin. Un soin, c'est de faire des actes qui vont préparer un avenir, peut-être un court avenir, peut-être un avenir de quelques minutes, peut-être un avenir de quelques jours, mais un avenir qui fait en sorte que ce patient soit mieux, soit plus lui-même, est encore un espace que nous souhaitons respecter. Tuer, c'est arrêter de façon définitive tous les soins, c'est le faire de façon brutale, de façon instantanée, c'est arrêter la réalité hospitalière. Or, l'hôpital est un endroit où viennent de nombreuses personnes vulnérables. C'est un lieu d'évolution personnelle rapide. C'est un lieu où on change de vision, où on change de vie. C'est un lieu qui nous demande un appui humain autant que professionnel et scientifique pour faire face à la fin de la vie des hommes qui nous attendent tous. Et nous avons besoin que cet hôpital soit un lieu absolument sécuritaire. Nous voulons que personne ait peur d'amener sa maman ou sa grand-maman à l'hôpital parce qu'il aurait peur que quelqu'un de plein droit, parce que la famille l'aurait demandé, parce qu'il y aurait une directive anticipée faite 20 ans avant et qui ne correspond plus à la réalité et que cette maman ou cette personne chère disparaisse. En plus, à l'hôpital, il y a une culture de guérison, une culture de soins. Et je vous assure qu'en particulier nos infirmières sont extrêmement impliquées dans cette culture de soins. Et elles ne souhaitent pas que l'on fasse un geste qui soit négatif pour les patients dont elles prennent soin. Voilà que si demain matin, nous acceptions de tuer le patient de la chambre 33, les infirmières, les soignants, les médecins se trouveraient dans une situation de souffrance personnelle également très importante. Il y a une espèce de perte de sens de leur travail si il est tellement plus simple, tellement plus facile, tellement plus efficace d'arrêter tout ça là et de se retrouver avec un cadavre.
Vous savez que la médecine, elle est puissante. Et elle peut, pour les patients en fin de vie, rendre les patients confortables. La majorité de ceux que je vois sont très confortables et une petite partie suffisamment confortable, relativement confortable. Et évidemment, en fin de vie, ils deviennent un peu endormis, ils sont un peu moins présents. L'ordinateur ne s'allume plus de façon normale et puis ils s'en vont. Ils ne sont pas, ils sont comateux mais non inconscients. Ils entendent encore ce que l'on leur dit et ils décident eux-mêmes du moment de leur mort. Je me rappelle d'une petite madame arrivée chez nous un lundi en coma et qui va rester dans notre unité sans bouger lundi, mardi, mercredi, et dont la fille, une des filles me dit « Vous savez, ma sœur arrive d'Australie samedi. » La maman est restée dans le coma jusqu'au samedi soir. La fille est arrivée, elle lui a parlé, elle n'a pas pu rien dire. Et 2 heures après, elle était morte. Elle avait décidé qu'elle allait attendre la visite de sa fille. Ces patients, même comateux, sont infiniment plus présents que ce que l'on pense. Et on ne peut pas faire comme si tout était terminé pour eux. Enfin, il faut être apte pour demander un tel geste. Et cette attitude, elle est problématique. 88% des patients qui ont des cancers vont faire des moments, et quelquefois de très longs moments d'inaptitude parce qu'ils sont délirieux. Et 30% de ces déliriums-là sont des déliriums non agités. Et donc le corps médical et le corps infirmier souvent ne le diagnostiquent pas. Le malade est simplement perdu dans un petit monde où il ne se manifeste plus. Il répond par oui et par non, mais il n'est plus lui-même. Il n'est pas apte. Essayez de faire changer un testament à un patient en soins palliatifs et vous me direz si vous pensez que c'est impossible à faire. Et c'est normal, parce que on le sait qu'il y a un problème d'aptitude. Alors pour qui est cette loi universelle qui atteint et qui concerne tous les Québécois? Eh bien surtout sur des gens qui ne sont pas en fin de vie, mais qui 2 ou 3 ans avant ont une mauvaise nouvelle et où on leur dit, monsieur, vous avez une maladie neurologique dégénérative, vous avez un cancer dans 2, 3 ans, dans 5 ans, on ne sait pas ce qui va vous arriver. Et ces gens-là, pris de plein fouet dans une vie active, qu'ils menaient comme un chauffeur d'autobus qui mène son autobus les 2 mains sur le volant, ont peur de ce qui va leur arriver. Et ils n'ont pas parfaitement confiance qu'il y aura une équipe médicale soignante pour les aider. Et alors ils veulent avoir un bouton panique. Si ça ne va pas bien, j'appuie sur le bouton et puis ils feront cesser ma vie. C'est une espèce de police d'assurance qu'ils souhaitent avoir. Le suicidaire qui est sur le pont, qui a 18 ans, qui veut se jeter dans le Saint-Laurent, qui a une peine d'amour, il ne voit plus d'avenir devant lui. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'avenir? L'euthanasie, la personne qui veut de l'euthanasie, qui voit qu'il a une maladie terminale, qui ne veut pas souffrir, et je comprends très bien qu'on ne veuille pas souffrir, est-ce qu'il n'y a aucun avenir pour lui? Qui sommes-nous pour juger de l'absence d'avenir et de l'absence d'évolution de gens qui ont encore quelques mois, quelques semaines, quelques mois, quelques années à vivre? Ce que fait l'euthanasie, c'est de supprimer toute évolution possible. Or, en fin de vie, je peux vous dire que cela change vite. Nous changeons vite, les malades changent vite, leurs familles changent vite. Et ce changement est aussi quelque chose de précieux. Enfin, c'est très clair que c'est une voie de facilité, tellement plus simple d'arrêter tous les frais et de se retrouver avec un cadavre en 5 minutes. Tellement plus facile que d'inventer de nouvelles façons de faire face aux difficultés, de faire face à l'inconfort. Et bien sûr, cela va nous amener une vision cynique dans laquelle, eh bien, on va se dire il est mort parce qu'on l'a tué, parce que c'était fini, parce qu'il est plus intéressant pour nous. Finalement, les hommes ne sont intéressants que quand ils ne coûtent rien et qu'ils paient leurs impôts. Quand tout d'un coup, ils ne peuvent plus travailler et qu'on doit mettre de l'argent pour les maintenir confortables, c'est un problème. Si le patient refuse tout soin, y compris les soins palliatifs, vous réalisez que c'est très clair que son avenir médical, technique devient très pauvre. Peut-être pas son avenir humain.
Mais selon les termes de la loi, il devient éligible à obtenir l'euthanasie si la loi est bien ce que nous pouvons en lire en demi-ligne. Chacun d'entre nous, nous avons un droit inscrit dans la Charte des droits du Canada et du Québec, et ce droit, c'est le droit d'être soigné. Et si vous demandez l'euthanasie, vous renoncez d'abord au droit d'être soigné, et ensuite vous demandez le droit d'être mis à mort par une autre personne, sans être absolument sûr, je vous l'assure, que cette mort sera plus douce que si elle était naturelle. Regardons par exemple les balises qui nous sont proposées. Eh bien, si une personne a une maladie grave et incurable, comme par exemple cet artiste peintre qui développe une dégénérescence maculaire et qui devient aveugle, il n'a pas de perspective d'amélioration, cette maladie n'a aucun traitement. Il a des souffrances physiques et psychologiques considérables, il ne peut plus mener sa vie. Il a peut-être encore 40 ans devant lui. Il a cependant le droit, selon ses balises, de demander l'euthanasie. Vous me dites que c'est beaucoup? 2 Belges, à demi sourds, à demi aveugles, ont été euthanasiés il y a 1 mois, pour ces mêmes raisons, dans une loi qui est exactement la même que la nôtre. Alors, ça n'est pas du tout clair que ces balises sont véritablement des balises appropriées. Et la condition grave, ben c'est très suggestif, c'est très subjectif. Le médecin peut-il vraiment juger si cette situation est grave pour ce peintre ou plus grave que pour ce musicien? Est-ce que la condition qui ne s'améliore pas, c'est aussi très incertain? Est-ce que je peux savoir l'avenir? Je côtoie des gens qui m'ont dit, vous savez, on m'a donné 2 mois à vivre il y a 3 ans de cela. Donc, ces balises ne sont pas simples. Et en plus, voilà que le médecin est tenu, il a l'obligation de poser ce geste. Ceci est très problématique, cela change complètement la relation médecin-malade. Et le médecin, s'il ne le fait pas, il devient complice. Il devient complice par la loi. Ce n'est pas parce qu'il ne le fait pas lui-même qu'il ne porte pas la même responsabilité que celui à qui il va le demander de le faire. Celui qui conduit la voiture dans un vol de banque est aussi coupable que celui qui vole la banque. C'est la même réalité sur le plan légal et sur le plan moral. Et tuer devient une obligation. Les institutions devront donc faire en sorte que ce soit possible. Et voilà que cela fera partie de l'évaluation de la qualité des soins dans un hôpital. Est-ce que nos institutions seront encore sécuritaires? Pourrons-nous amener un être cher dans un milieu dangereux? Est-ce que les familles qui vont voir comme ce qu'elles voient maintenant, des gens baisser tranquillement, puis tout d'un coup, devenir complètement comateux et mourir, et venir nous dire le lendemain, docteur, on a joué aux cartes avec maman hier, et ce matin, elle ne nous parle plus. Qu'est-ce que vous lui avez donné? Nous n'avons rien donné. C'est la façon naturelle de partir. Mais si on a le droit de tuer à l'hôpital, ne croyez-vous pas que le doute que quelqu'un a donné quelque chose de trop ou d'inapproprié soit présent? C'est une fausse conclusion. Nous ne voulons pas de fausses conclusions. Nous ne voulons donc pas faire d'euthanasie à l'hôpital, point. Et le médecin qui tue, moi je suis néphrologue, j'ai 7 lits. Dans mes 7 lits, il y a 7 patients. 4 ou 3 de ces 7 patients sont en attente de transfert dans un CHSLD parce qu'il n'y a plus rien à faire réellement pour eux en surspécialité. Ils ont écrit sur un petit morceau de papier que si ça n'allait pas, ils voulaient qu'on les tue. Eh bien, si je les tue, mon salaire double parce qu'il y a 3 nouveaux patients pour qui je peux faire des gestes de spécialité. Croyez-vous qu'il soit juste de demander à quelqu'un qui est en conflit d'intérêts monétaires avec son malade de procéder à une euthanasie? Pour moi, ça ne fait aucun sens légalement. Et je vous dirais que l'institution est également en conflit d'intérêts. Son urgence est pleine. Et puis si elle va avoir une bonne note, il faut qu'elle sorte les gens d'urgence. Comment on fait ça? On fait des lits libres en haut. Puis si tu euthanasies 20 personnes, ben voilà que tu as 20 personnes de l'urgence qui montent en haut. Est-ce que l'institution n'est pas elle-même en conflit d'intérêts avec ce malade qu'elle va euthanasier? Et où sont les familles dans cette loi? Regardez les recommandations de la Commission. Le mot conjoint n'est pas là. Le mot famille n'est pas là.
Et ces familles vont avoir tout d'un coup la surprise de voir que papa ou maman n'est plus là. Parce que quelque part, elle a écrit, on ne sait pas très bien quand, un petit document dans lequel elle disait, alors qu'elle était bien portante et pas très consciente de tout ce qui est impliqué dans la maladie, qu'elle voulait un tel futur. Enfin, comment allons-nous faire pour enseigner à nos plus jeunes collègues, qui sont déjà immortels par leur jeunesse, qu'il y a plus à faire que de la technique en matière de soins? Qui va leur apprendre à tuer? Et est-ce que cet apprentissage sera libre ou obligatoire? Et comment serait-il libre si une loi oblige le médecin de poser ce geste dès que les balises sont présentes? C'est impossible. Nous avons donc un problème grave d'enseignement de la relève, sans parler du flou technique considérable qui existe. Je me résume. Tuer n'est pas un soin. Donner l'obligation légale de tuer un malade qui le demande à un médecin est, à mon avis, une injustice considérable. On respecte l'autonomie du malade qui demande ça, mais au coût de la perte de l'autonomie du médecin qui ne veut ou ne peut pas le faire. N'y a-t-il pas là un conflit incompréhensible? Pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas pensé sur l'aide au suicide? En l'aide au suicide, le malade décide et fait. Et il le fait pour lui-même. Je ne pense pas que c'est plus drôle, entre vous et moi, l'aide au suicide. Mais au moins, vous ne faites pas porter sur un tiers un fardeau qui est un fardeau insupportable. La complicité de meurtre existe même si vous devez demander à un collègue de le faire. Les patients qui ne sont pas terminaux, et c'est surtout ceux-là qui sont concernés, n'auront plus leur espace d'évolution devant eux. Et voilà une rupture importante du cadre consensuel de la décision médecin-patient. Et jusqu'à un certain point, je dirais que c'est une espèce d'impérialisme ou de paternalisme à l'envers. Oui, à un moment donné, les docteurs prenaient trop de décisions. Ça s'est arrangé pas mal. Et maintenant, voilà qu'on fait le paternalisme à l'envers. C'est le docteur qui les prend. Il y a une disparité de compréhension considérable dans le corps médical et dans les infirmières sur c'est quoi l'euthanasie. Pour certains, enlever un respirateur, c'est l'euthanasie. Pas du tout, c'est de l'arrêt de traitement. Mais c'est mal compris. Et donc l'enseignement autour de ça va être extrêmement difficile. Et puis l'accompagnement psychologique des familles et des soignants, des infirmières, des médecins, il n'est pas prévu. La rupture de la sécurité institutionnelle dans notre système public de santé nous semble insupportable. Et nous allons vous recommander de partager avec nous ce but, de ne jamais permettre qu'une euthanasie se fasse dans un système public. Qu'il n'y ait jamais la possibilité de penser qu'on s'est trompé, qu'on a donné le mauvais médicament au mauvais patient ou qu'on en a cessé d'être là pour activer des soins. Je vous ai parlé du conflit d'intérêts entre le médecin et le malade, entre l'institution et le malade, et si j'allais jusqu'au bout, je dirais entre le ministère de la Santé et le malade. Et cette question, elle n'est pas facile à répondre. Et beaucoup de gens autour de nous qui regardent les difficultés de notre organisation sociale la verront comme étant une véritable possibilité. Si la vie d'un autre n'est qu'une succession de mécanismes biologiques et que le garagiste ne sait plus quoi faire, ah ben alors c'est très bien, on met la voiture au rebut. Mais si la vie d'un autre est habitée de son propre mystère, invisible à mes yeux et pourtant égal à mon propre mystère à moi, en évolution constante, en communion avec ceux qui l'aiment, alors ce que nous devons faire, c'est de le soulager toujours, de le tuer jamais, d'accepter que sa vie finisse un jour comme nous acceptons que la nôtre finira, mais elle finira par sa propre dynamique. Nous sommes au cœur d'un conflit très grave sur l'homme et sur la société. Nous ne sommes pas dans un conflit scientifique. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de vous dire pourquoi je pense que cette loi est inexplicable. Et nous avons droit à 8 minutes de questions ou de commentaires sur cette première présentation. Veuillez vous lever à le micro, s'il vous plaît, si vous voulez. Nous avons besoin d'enregistrer vos questions ou commentaires. Peut-être alors avoir plus tard des éclaircissements là-dessus.
Et moi j'ai immigré au Québec et j'ai prêté le serment d'Hippocrate en France. Est-ce que la Charte des droits et des libertés canadienne et québécoise ne me protège pas contre cette obligation de suivre vos patients? Théoriquement, oui. Mais voilà que le Collège des médecins est en train de transformer un geste qui est un geste d'homicide en un geste de soins spécialisés. Et le soin spécialisé, si c'est de terminer la vie de quelqu'un, tout d'un coup, fait comme s'il ne faisait plus partie de la réalité juridique. Et donc, comme si vous étiez libéré, vous ne faisiez pas, vous ne contreveniez pas à votre serment d'Hippocrate. Et d'ailleurs, le Collège des médecins est en train de changer notre code de déontologie pour rendre cela possible. Monsieur, nous aurons une conférence spécifiquement sur ce point ce matin, et donc vous aurez l'occasion de le réentendre de façon beaucoup mieux articulée que ce que je peux faire. Bonjour, Robin Landpose. Je me pose comme question, est-ce qu'il y a des avocats ou un groupe d'avocats qui travaillent actuellement sur ce problème-là pour essayer de contrer la loi d'une manière générale? Deuxième question, pourquoi le protecteur du citoyen du Québec n'intervient pas dans ce dossier, lui qui a le mandat de protéger le citoyen, et justement au niveau médical? Alors, la première question, je pense que le barreau du Québec s'est prononcé pour la procédure euthanasique sans avoir fait d'enquête parmi ses membres. Je pense que c'est un geste bizarre pour un ordre professionnel. Le geste bizarre est également le même au Collège des médecins, qui s'est prononcé pour l'euthanasie sans avoir demandé à ses membres s'ils acceptaient de cette aide médicale à mourir. Donc nous sommes quelque part comme basculés, poussés, je dirais presque manipulés par des décisions qui sont des décisions qui nous regardent et dans lesquelles on n'a rien à dire. Il y a des avocats qui vont travailler là-dessus, c'est absolument clair. Ma lecture du comité Ménard, c'est que sur le plan légal, et moi je ne suis pas un avocat, c'est très pauvre. Mais nous aurons plus tard le maître Michel Racicot, avocat à la retraite, mais pas incompétent, qui va traiter de cette question. Excusez-moi. Un commentaire un peu philosophique, mais très nécessaire. Il y a plus de 40 ans, j'ai prêté un serment à l'Ordre des médecins du Québec, le serment d'Hippocrate. Et si les gens ici ont encore un peu de mémoire, ils vont se souvenir que la mission que j'ai reçue par le mot même d'Hippocrate, c'était de guérir parfois, soulager souvent et supporter toujours. Et ce rôle, je l'ai assumé il y a 45 ans, et je ne crois pas que personne ne puisse le changer pour le bien de l'humanité. Il faudrait apprendre à garder la sagesse du Père de médecine qui, en 600 ans avant Jésus-Christ, ou quelqu'un, a déclaré ses paroles. Supporter toujours. Et c'est quand le patient n'a plus rien à recevoir de nous, parce qu'on n'a plus rien à lui offrir comme scientifique, c'est là qu'il a le plus besoin de nous comme accompagnateurs de vie. Ne lui faisons pas défaut. Merci, monsieur, et je suis sûr que vos patients vous remercient de votre fidélité à ce serment. Bonjour monsieur, mon nom est Christian Debré, je suis le directeur adjoint d'un mouvement qui s'appelle Toujours Vivant, Not Dead Yet. Malheureusement, je ne suis pas médecin, mais simplement, monsieur, un tout petit commentaire pour peut-être additionner ou vous donner une idée, enfin vous en ferez ce que vous voudrez. Les premières personnes qui vont être victimes du conflit d'intérêts entre, au niveau monétaire, entre l'institution et le patient, ou entre le médecin et le patient, ou toutes les gammes qui s'y vont entre eux, ça sera des personnes lourdement handicapées. Ils vont devenir les premières victimes instantanément. C'est ce que nous pensons dans notre mouvement. Merci, monsieur. En passant, votre conférence est absolument merveilleuse. Merci, monsieur. Monsieur. Marc Bergeron, avez-vous une idée d'où vient l'idée d'instaurer l'euthanasie au Québec? Je pense que j'ai des idées, mais elles ne sont pas suffisamment étayées pour
que j'en fasse vraiment état. Je dirais cependant que ceux qui administrent la médecine ne sont pas toujours des praticiens. Vous savez, lorsque l'on pense à la fin de la vie alors qu'on ne l'a jamais vue, on se fait des idées, quelquefois des idées très, très bizarres. C'est vrai de nos familles qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer dans ce lit où cette personne est en train de partir. C'est vrai de nos médecins, et en particulier de nos médecins spécialistes, j'en suis un moi-même. Je peux vous dire que le médecin spécialiste ne voit pas beaucoup de patients mourir. Parce que quand il n'y a plus rien à faire pour la maladie, il réfère à un médecin de médecine générale qui, lui, a plus d'expérience en cette matière. Et donc, la réflexion du bien portant, dont nous sommes tous, n'est pas la même pensée que la réflexion du malade. Le bien portant dit, moi, quand je serai comme ça, donnez-moi une piqûre, je vais m'en aller. Et puis 3 ans après, alors qu'il était malade, il me tire la main, il dit, docteur, ma fille arrive d'Australie samedi, pouvez-vous me donner encore une semaine? Ça n'est pas du tout la même vision. Ceux qui font des lois sont des bien portants. Marco Bellieu, du Centre Justice et Foi et de la Revue Relations. Avant le rapport Ménard, il y a eu une commission parlementaire qui s'est penchée sur toute cette question. Et on nous dit toujours, en tout cas on fait circuler l'interprétation suivante, que ça a été une commission parlementaire exceptionnelle par la qualité du consensus qui l'a marqué. Est-ce bien vrai d'après vous et pourquoi c'est ce qu'on a retenu? Est-ce que c'est une construction ou de fait ça s'est passé comme ça? Et si oui, pourquoi ce fameux consensus exceptionnel? Vivre dans la dignité a fait un travail pour regarder les différentes opinions qui ont été exprimées à cette commission. Madame Jogrette, c'était la dernière question et on pourra retrouver un petit moment. Et ce travail nous montre que plus de 70% des interventions étaient contre l'euthanasie et que si vous regardez les interventions médicales, plus de 90% des interventions médicales étaient contre l'euthanasie et disaient clairement à la commission, nous ne voulons pas de ce devoir. Nous ne voulons pas avoir le droit de tuer nos patients. Nous ne voulons pas polluer la relation si précieuse et si difficile à maintenir avec des patients qui sont très malades et leur famille. Jamais nous ne voulons nous poser comme des gens qui tuent. Ceci est clair. Il y a donc quelque part une manipulation de l'information. Et quant à moi, cette commission qui apprenait en même temps comme un étudiant en médecine de première année, c'est quoi la fin de la vie, ne pouvait pas avoir une réflexion éclairée sur la question. Et une commission qui fait une enquête dans laquelle on ne vous demande pas s'il faut tuer, mais comment il faut le faire. Je pense que ça n'a aucun sens scientifique. Pour moi, cette commission n'est pas le résultat d'un consensus. Alors, si quelqu'un vous dit ça, je pense personnellement qu'il y a de la manipulation. Il n'y a pas de consensus québécois pro-euthanasie. Le collectif des médecins et Vivre dans la dignité se sont rendus très facilement compte de ça. Rendons-nous compte qu'il y a plus de 6000 signataires qui ont signé qu'on ne voulait pas au Québec d'euthanasie. 6000 signataires, c'est quand même pas mal de monde. Et dans le refus de l'euthanasie médicale, actuellement, il y a plus de 500 médecins signataires. Ça veut quand même bien dire qu'il n'y en a pas. Il y a 20 000 médecins au Québec, mais je vous assure qu'une grande partie de mes collègues ne comprennent pas le problème. Ne comprennent juste pas le problème. Et quand je leur explique le problème, ils disent « Hey, t'es complètement sauté, toi. Ce ne sera jamais comme ça. » Mais ce que je peux lire et ce que j'attends, c'est ce que je vous ai présenté. Nous allons terminer ici. Je vais passer la parole à Marc.